Audrey Meadows est décédée en 1996, et pendant des décennies, son histoire a semblé complète et incontestable. Les registres publics ne faisaient état d'aucun enfant survivant. Son testament était précis et sans ambiguïté, répartissant ses biens entre les membres de sa famille élargie et les organisations caritatives qu'elle avait soutenues tout au long de sa vie. Pendant près de 30 ans, cette histoire est restée intacte. Puis en mars de 2025, tout a basculé. Par un après-midi banal, un inconnu est entré dans un cabinet d'avocats tranquille de Los Angeles, muni d'une simple enveloppe en papier. Il n'y a eu ni drame, ni presse, ni annonce, juste de la paperasse. Dans cette enveloppe se trouvaient des documents qui, s'ils étaient authentifiés, avaient le pouvoir de bouleverser l'histoire de la télévision et de rouvrir une vie que le monde pensait comprendre entièrement. L'inconnu a fait une simple déclaration qui a stupéfié tout le monde dans la pièce. Vous n'avez pas besoin de quelque chose pour garder votre poids, vous avez besoin de quelque chose pour le maintenir en l'air. À l'intérieur se trouvait un test ADN des dossiers médicaux scellés et un acte de naissance daté de 1959, Le nom de la mère qui figurait sur la liste refroidissait les conversations. L'affirmation était extraordinaire. Cette personne affirmait être l'enfant secret d'Audrey Meadows, caché pendant 66 ans. Avec la preuve ADN, il y avait des dossiers d'adoption des documents hospitaliers et des comparaisons génétiques qui pointaient indubitablement vers un lien biologique. La famille Meadows a immédiatement répliqué, qualifiant l'affirmation d'impossible et d'opportuniste. Mais avec chaque examen d'experts, les preuves devenaient plus difficiles à rejeter, et un silence soigneusement préservé du passé commençait à se fissurer. Pour comprendre comment un tel secret a pu exister, il faut remonter au tout début de la vie d'Audrey. Audrey Cotter est née le 8,1922, à Wuchang en Chine, une ville marquée par les tensions politiques et l'éloignement culturel du monde occidental. Ses parents étaient des missionnaires épiscopaux engagés dans leur travail et largement isolés des autres étrangers. Par conséquent, Audrey et ses frères et sœurs ont passé leurs premières années entièrement immergés dans la langue et les coutumes chinoises. Pendant les 5 premières années de sa vie, Audrey n'a pas du tout parlé anglais. Elle mangeait ce que les familles locales mangeaient, jouait au même jeu que les enfants locaux et n'avait aucune notion des jouets ou des traditions américaines. Des années plus tard, elle se souviendra qu'elle ne savait même pas ce qu'était une crème glacée avant d'arriver aux États-Unis. La vie durant ces premières années était disciplinée et retenue. Le foyer Cotter mettait l'accent sur l'obéissance, le comportement calme et le contrôle émotionnel. Ce sentiment de séparation a suivi les 4 enfants, même après leur départ de Chine. En 1927, la montée de l'agitation anti-étrangère a contraint la famille à fuir soudainement. Les menaces contre les missionnaires s'étaient rapidement intensifiées. Et une nuit, la famille a évacué Wuchang dans le plus grand secret, n'emportant que ce qu'elle pouvait gérer. Ils se sont installés à Providence, dans le Rhode Island, un endroit qui semblait aussi étranger à Audrey que la Chine l'avait été autrefois. À Providence, le père d'Audrey est devenu recteur de la cathédrale Saint-Jean, et les enfants sont entrés dans des écoles de la Nouvelle-Angleterre. Tout leur était inconnu. Les sonnettes des portes les faisaient sursauter, les machines à laver leur semblaient miraculeuses, et les cornets de crème glacée leur semblaient sortis d'un rêve. Alors que les filles fréquentent l'école Lincoln et les garçons l'école Moses Brown, la famille absorbe discrètement les pressions de la Grande Dépression. L'argent est rare, mais les enfants sont protégés de cette réalité autant que possible. Le père d'Audrey ouvre une soupe populaire à la cathédrale, incapable d'ignorer la faim qui se répand dans la communauté. À la maison, cependant, les inquiétudes sont rarement exprimées à voix haute. Le silence est devenu une caractéristique essentielle de la famille Cotter. Les luttes personnelles étaient cachées, les émotions contenues. La famille pensait que son travail et sa réputation exigeaient un calme permanent. Les dangers auxquels ils ont été confrontés en Chine, y compris leur fuite précipitée, n'ont jamais été évoqués ouvertement. Audrey, la plus jeune, a appris très tôt à ne pas accabler les autres. Elle a caché ses peurs, ses doutes et même ses douleurs physiques. Après être tombée dans une lucarne lorsqu'elle était enfant et avoir gardé des cicatrices, elle a essayé de les cacher tout comme elle cachait ses sentiments. Ce sentiment d'être différente a perduré, façonnant sa personnalité et sa résilience.
Lorsque Audrey fréquente la Barrington School for Girls entre 1937 et 1940, elle entre dans un autre environnement où elle ne se sent pas à sa place. L'école privilégie la rigueur académique et la discipline artistique, et c'est là que son talent pour la chorale commence à briller. Sa voix attire l'attention et les louanges, ce qui lui donne une confiance qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, ses camarades de classe se moquent de son accent et des histoires qu'elle raconte sur son enfance en Chine. Ils l'appellent la fille de Chine, se moquent des plats qu'elle décrit et considèrent ses souvenirs comme étranges. Audrey travaille sans relâche pour atténuer son accent et se réfugie dans la musique. Le chant devient à la fois sa protection et son identité. À la fin de sa scolarité, sa voix est devenue son meilleur bouclier, même si les moqueries la poursuivent jusqu'à l'âge adulte. À 18 ans, dans 1940, elle prend une décision à laquelle ses parents ne s'attendaient pas. Elle veut jouer la comédie. Elle veut monter sur scène. Elle dit à sa famille qu'elle va rendre visite à sa sœur Jane à New York, mais en privé, elle prévoit de rester. Elle passe des auditions pour Broadway, vit au Rehearsal Club avec d'autres jeunes actrices, fait des petits boulots et dépense chaque dollar. Le rejet est constant, mais elle persiste. Ses parents espéraient qu'elle irait à l'université ou qu'elle ferait une carrière conservatrice. Au lieu de cela, Audrey choisit l'incertitude, un choix qui l'amènera finalement au rôle qui l'a rendu célèbre, celui d'Alice Cramden dans la série The Honeymooners, les lunes de miel. Ce succès n'arrivera cependant pas avant des années. Le parcours d'Audrey est façonné par des triomphes plus petits et plus discrets. À 16 ans, 2 ans avant son départ pour New York, elle est déjà montée sur une scène légendaire. Dans 1938, elle se produit en tant que soprano colorature au Carnegie Hall lors d'un récital de jeunesse. Les billets coûtent $1 et les 1200 places de la salle en font une expérience inoubliable. Elle chante des airs de Puccini, avec une voix que les critiques décriront plus tard comme éthérée, claire et puissante. Elle ne l'a jamais dit à son père, craignant sa désapprobation, et se réfère à cette performance comme à son début secret. De 1940 à 1942, elle travaille dans les théâtres d'été de la Nouvelle-Angleterre. Dans 1941, elle rejoint la comédie musicale Roberta à l'Opéra de Providence, où elle gagne $40 par semaine. D'abord placée dans le chœur, elle se fond dans le décor jusqu'à ce qu'elle commence à improviser de petits moments pendant les représentations. Le metteur en scène le remarque. Elle est promue, son salaire augmente et elle commence à chanter en solo pendant les rappels. Ces étés lui ont appris le timing, l'instinct et la résilience, ce qu'une formation formelle ne pouvait pas lui apporter. Dans 1943, elle part en tournée avec le Detroit Civic Light Opera dans Anything Goes, gagnant $150 par semaine. La vie en coulisses est bien moins glamour. Elle doit faire face à des commentaires déplacés et à l'attention non désirée de collègues masculins, des expériences qui l'effraient mais qui renforcent aussi sa détermination. Elle commence à vouloir contrôler sa carrière et passe progressivement du chant à la comédie. Le public répond à son étincelle comique et les critiques s'en saisissent. Sa véritable percée comique s'est produite dans 1944 lorsqu'elle a doublé le rôle principal dans Good News à Chicago. Une semaine avant la première, le chaos a éclaté. L'actrice principale est tombée malade, les répétitions ont été désorganisées et la production a failli s'effondrer. Audrey a pris la relève sans presque aucune préparation. Lorsque les répliques faiblissent et que le public s'impatiente, elle improvise, ajoutant un humour acerbe et des remarques spontanées. Les rires fusent, puis les applaudissements, puis les acclamations. Elle est ovationnée et les critiques la désignent comme la vedette inattendue du spectacle. Ce soir-là, elle se découvre un don dont elle n'avait jamais pleinement pris conscience auparavant. Elle peut faire rire les gens, et ce sans effort. Dans 1945, elle joue dans Nono Nanette à Louisville. Lors d'une représentation, les lumières de la scène tombent en panne, plongeant la troupe dans une quasi-obscurité. Et Audrey s'en remet une fois de plus à son instinct, à son timing et à son humour pour mener à bien ce moment, prouvant que sa seule présence peut commander une salle. À l'insu du monde entier, ces années ont également contenu des chapitres privés soigneusement cachés qui pourraient maintenant refaire surface pour la première fois. Au lieu de se figer, Audrey a continué à avancer. Elle a transféré son énergie à sa voix et à ses réactions guidant le public à travers le chaos. Les critiques l'ont félicité pour avoir porté le spectacle pendant un désastre.
Elle se souviendra de cette soirée toute sa vie car elle lui a appris que la performance vient de l'interprète et non des lumières ou des accessoires. À 1948, elle retourne à New York pour de bon. Elle vit à nouveau au club de répétition, partageant un espace minuscule avec 20 femmes et survivant avec $6 par semaine. Elle a passé des auditions en permanence et s'est heurtée à des refus parce que les directeurs de casting trouvaient son apparence trop inhabituelle. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle s'est battue contre l'épuisement et la fin gagnante en confiance, un petit pas après l'autre. Le tournant se produit en 1951 avec la comédie musicale Top Banana. Les répétitions se déroulent 12 heures par jour pendant 6 mois. Le spectacle est présenté pendant 350 représentations au Winter Garden Theatre. Audrey brille dans son rôle et attire l'attention des meilleurs producteurs. Son nom de scène est désormais Audrey Meadows, inspirée d'une prairie de son enfance à Rhode Island. Elle n'est plus la jeune fille timide qui a grandi dans l'isolement, elle devient une vraie présence. Un soir, pendant Top Banana, elle se tord la cheville sur scène. La douleur était suffisamment vive pour arrêter la plupart des artistes, mais Audrey a continué. Elle a exécuté tout le numéro en boitant déterminée à ne pas décevoir le public. Phil Silvers, la star du spectacle, l'a félicité pour sa force et lui a donné des recommandations personnelles à des agents. Ce moment est devenu une petite légende dans les cercles de Broadway et a montré aux gens à quel point elle était coriace. Entre 1951 et 1953, elle a rejoint le Bob and Ray Show sur NBC. Elle était la seule femme de l'équipe et a interprété plus de 50 personnages. Elle a improvisé, expérimenté et aiguisé son sens de la comédie. La série devient un tremplin pour son avenir à la télévision, et sa capacité à passer d'un personnage à l'autre la rend inoubliable. Puis dans 1953, elle accepte un rôle de doublure dans une revue de Broadway. Jackie Gleason fait des apparitions en tant qu'invité. Audrey attire son attention avec ses réponses rapides et ses improvisations sans peur. Il voit quelque chose en elle. Il l'a recommandée à son équipe. Ce moment a ouvert la porte à son rôle le plus emblématique, celui d'Alice Cramdon dans la série The Honeymooners. Cela s'est produit parce qu'elle a égalé son énergie, qu'elle a tenu bon et qu'elle a montré l'étincelle qu'elle portait en elle depuis l'enfance. Jackie Gleason a vu pour la première fois une photo d'Audrey Meadows dans 1950 et quelque chose dans la façon dont elle tenait son visage calme et ferme l'a fait réfléchir. Il a senti qu'elle pouvait être Alice Cramdon avant même d'entendre sa voix. Les producteurs se sont précipités pour la trouver sans réaliser qu'elle était encore inconnue à la télévision. Elle avait fait Broadway, elle avait fait de la radio. Mais elle n'avait pas encore fait ses premiers pas dans les sitcoms. Lorsqu'ils l'ont fait venir, Gleason l'a tout de suite refusée parce qu'elle avait l'air trop glamour. Les producteurs ont donc réessayé et lui ont envoyé de nouvelles photos. Cette fois, elle avait l'air simple et sérieux, presque comme si Alice était sortie de Brooklyn. Gleason a changé d'avis. Par 1954, elle s'est présentée pour la vraie audition, portant une simple robe d'intérieur et livrant un monologue de Brooklyn tranchant qui retissait un mari imaginaire. Elle a donné l'impression d'être réelle. Son timing était parfait. Elle a battu plus de 300 actrices, même si elles n'avaient pas d'expérience à la télévision. Sa personnalité la porte à bout de bras. À 32, Audrey montre une autre facette de sa force. En rejoignant les Honeymooners, elle négocie un contrat que personne n'attendait d'une actrice du 1950. Son frère Edward, qui était avocat, l'a aidé à rédiger la clause. Elle voulait un pourcentage sur chaque rediffusion. Elle était la seule de l'équipe à l'avoir demandé. Lorsque les épisodes classiques de 39 ont recommencé à être diffusés, Audrey a été la seule à être payée. Au fil des décennies, ces rediffusions lui ont rapporté des millions. Art Carney et Joyce Randolph ont raté le coche parce que leur contrat ne prévoyait rien de tel. Audrey est devenue l'une des actrices de sitcom les mieux payées de son époque parce qu'elle a osé demander quelque chose que presque personne ne comprenait à l'époque. Son premier épisode a été diffusé le 1er octobre 1925, Cette émission a marqué le début des Honeymooners en tant qu'émission d'une demi-heure. Une phrase a tout changé. To the moon, Ralph, sur la lune, Ralph. La phrase d'accroche s'est répandue dans la culture américaine et a contribué à accroître la popularité de l'émission. L'émission a été diffusée contre I Love Lucy et l'a parfois battue en termes d'audience. Dans les coulisses, Audrey s'est battue contre les longues répétitions et les exigences élevées de Gleason. Il répétait 20 fois la même scène. Si des erreurs se produisaient, elles étaient retransmises en direct.
Son expression impassible la portait à chaque instant. Les fans se sont tellement attachés à Alice qu'ils lui ont envoyé des centaines de tabliers et de rideaux, espérant qu'elle puisse vivre mieux que Ralph ne l'a jamais fait. Au cours de la saison 1955 à 1956, Audrey a commencé à changer environ 15% de ses répliques. Elle a improvisé des réactions qui ont donné à Alice l'impression d'être vivante. Ces changements rapides créant l'étincelle dont le public raffolait. Mais ils créaient aussi des tensions. Gleason voulait que les scripts soient suivis à la lettre. Parfois, il exigeait des réécritures, parfois il voulait des prises de vue supplémentaires. Pourtant, ces commentaires sont restés. Ils sont devenus la signature des épisodes classiques de 39. Ils ont contribué à créer le rythme naturel dont on parle encore aujourd'hui. Et l'impact de son contrat n'a cessé de croître. Audrey reste le seul membre de la distribution à bénéficier de la syndication. Le classique 39 est diffusé pendant des décennies. Ses paiements continuent à être versés bien après sa mort en 1996, Un article du Washington Post dans 1988 l'a même décrite comme très riche grâce à ses chèques. Elle a établi une norme pour les futurs contrats télévisuels. Sa prévoyance a changé la façon dont les stars négociaient les rediffusions. Cet héritage façonne encore la télévision d'aujourd'hui. En avril 1955, tout a dégénéré sur le plateau. Audrey s'est opposée à une réplique sexiste que Gleason a tenu à conserver. Il a explosé de colère. La troupe s'est figée. Audrey n'a pas reculé. Elle est sortie directement du studio et a refusé de revenir jusqu'à ce que les producteurs interviennent. Ils ont coupé la ligne et elle est revenue. Ce moment a marqué tout le monde. Elle est devenue la boussole morale du plateau. Elle était la seule à pouvoir défier Gleason et à gagner. Ce souvenir est resté gravé dans la mémoire de ses coéquipiers qui ont déclaré plus tard que la tension ce jour-là ressemblait à une tempête au-dessus de leur tête. Pourtant, cela a également prouvé à quel point elle était respectée. Pendant le tournage des 39 épisodes perdus de 1955, la pression a frappé son corps. Audrey fumait 3 paquets de cigarettes par jour pour faire face au stress. Un jour, une lourde porte à claire-voie s'est refermée sur son poignet. Elle s'est fait une grave entorse, mais elle a caché sa blessure. Elle a joué pendant des semaines malgré l'enflure et la douleur. Elle n'a jamais laissé la caméra saisir ne serait-ce qu'une lueur d'inconfort. C'était le genre de sacrifice que les acteurs faisaient dans les premiers temps de la télévision en direct, et elle l'a supporté avec un courage tranquille. L'attention des fans atteint des sommets. À un moment donné, elle reçoit 5000 lettres par semaine, dont beaucoup contiennent des conseils sur la façon dont Alice doit se comporter avec Ralph. Audrey en plaisante lors des interviews lisant les notes les plus folles. Mais certaines lettres la dérangent. Les fans ont brouillé la frontière entre sa vie réelle et son personnage. Pourtant, l'énorme volume a montré à quel point les gens se sont sentis concernés par sa performance. En 1956, un problème technique s'est produit lors d'une diffusion en direct. La scène s'est figée. Un problème s'est produit dans la salle de contrôle. Audrey a dû improviser pendant 5 minutes. Elle a gardé la scène vivante avec des blagues rapides et a maintenu le public engagé sans glisser une seule fois. Gleason l'a félicité pour cela après coup et lui a remis une prime de 5 cents. Pour la télévision en direct, ces 5 minutes représentaient une vie entière. Elle s'en est acquittée avec aisance et l'équipe ne l'a jamais oubliée. Hors caméra, Audrey s'est rapprochée d'Art Carney qui lui confiait des soucis qu'il ne partageait pas publiquement. Il lui a souvent parlé des habitudes de consommation d'alcool de Gleason qui rendaient son travail imprévisible. Ensemble, ils ont essayé de petites interventions pour l'aider à se retirer. Ils n'en ont jamais fait la publicité. Leur travail d'équipe a permis de stabiliser le plateau dans certains de ces moments les plus instables. Vers 1956, l'émission comptait environ 30 millions de téléspectateurs par semaine. Audrey est devenue une présence tellement appréciée que son personnage est devenu un co-chef de file avec Gleason. Parfois, l'émission dépassait même I Love Lucy. Les fans faisaient de la queue devant le studio des heures avant les enregistrements. Ils lui ont apporté des tabliers et des rideaux faits maison. Ils avaient l'impression qu'Alice faisait partie de leur famille et Audrey portait cette chaleur même lorsqu'elle jouait les scènes les plus difficiles. Lorsque CBS a annulé la série après une saison en 1956, la plupart des acteurs ont perdu leurs revenus. Audrey n'a pas eu cette chance. Son contrat lui a permis de toucher $1 million par an à partir de 1960, C'est plus que ce que Jackie Gleason gagnait à l'époque avec les rediffusions. Son contrat était inédit dans un secteur qui protégeait rarement les femmes. Pourtant, il a ouvert la voie
à la façon dont les stars de la télévision assureraient un jour leur avenir. Après la fin de l'émission, elle n'a pas ralenti son rythme de vie. Entre 1957 et 1958, elle apparaît dans plus de 20 émissions. Les téléspectateurs sont stupéfaits lorsqu'elle livre une prestation dramatique sur Studio One dans le rôle d'une épouse trahie. Les critiques louent son registre. Elle continue à construire sa carrière en apparaissant dans The Red Skelton Hour, Alfred Hitchcock Presents et d'autres grandes émissions. Son curriculum vitae s'étend sur plusieurs décennies. Dans 1959, elle tente quelque chose de nouveau. Elle a coproduit une version radiophonique de The Honeymooners en 10 épisodes. C'était passionnant. Mais les sponsors l'ont poussée à lire des publicités auxquelles elle ne croyait pas. Elle a refusé. Elle s'est retirée au milieu de la saison. C'était une position audacieuse pour n'importe quel artiste à l'époque, en particulier pour une femme qui s'opposait à des sponsors. Cette petite décision montrait la même détermination que celle qu'elle avait sur le plateau. En 1960, elle atteint un autre sommet. Cette année-là, elle reçoit 10 000 lettres, dont beaucoup émanent de femmes qui disent qu'Alice les a incitées à quitter des foyers où elles étaient maltraitées ou à chercher une vie meilleure. Audrey lisait ces lettres en silence. Elle faisait des dons à des organisations caritatives qui soutenaient les femmes dans des situations similaires. Elle n'en parlait pas publiquement, mais les initiés savaient que cela lui tenait profondément à cœur. Son personnage a aidé de vraies personnes à trouver du courage, et Audrey a voulu honorer cela. Audrey Meadows est entrée dans le cinéma dans 1962 avec cette touche de vison, et elle a eu l'impression d'entrer dans un monde différent. Elle se tenait aux côtés de Cary Grant, essayant quelque chose de nouveau, quelque chose de risqué, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait devant une caméra auparavant. Le film comportait une scène de nu dont tout le monde parlait, mais Audrey s'est assurée qu'une doublure corps s'occupe de l'exposition. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est le combat discret qu'elle a mené en coulisses. Elle s'est opposée aux tenues trop légères, qui donnaient à son personnage l'impression d'être plus faible. Elle demandait sans cesse des changements, elle voulait que les vêtements correspondent à la femme qu'elle jouait. Fort. À la fin du tournage, elle avait réécrit 12 répliques pour donner plus de pouvoir à son personnage. Il était inhabituel pour les actrices de l'époque de faire cela, mais elle n'a pas reculé. Des années plus tard, sa biographie a souligné la rareté de ce moment et la façon dont il a discrètement fait avancer Hollywood. 2 ans plus tard, dans 1964, elle a obtenu le rôle de la tante acerbe et en joué dans Rosie. Elle s'est présentée à l'audition avec un mélange de nervosité et d'excitation, et quelque chose en elle a fait tilt. Sur le plateau, elle a commencé à improviser des scènes en modifiant 8 d'entre elles, avec de petits rebondissements et un humour acéré. Ces petits changements ont donné vie à son personnage, et l'ont aidé à obtenir une nomination au Golden Globe. Mais elle en paie le prix derrière le rideau. Elle dort à peine. Certains jours, elle passe 18 heures. Elle a tenu bon grâce à la mémoire musculaire de Broadway souriant, même lorsque l'épuisement essayait de la briser. Lorsque le film a réussi, elle a eu l'impression d'une victoire qu'elle avait gagnée petit à petit. Puis le 1970 a apporté quelque chose d'inattendu. Elle s'est éloignée de la scène pendant un certain temps, s'installant dans la vie de couple, les dîners tranquilles et les longs vols avec son mari. Mais elle est revenue en 1970 pour une apparition dans The Odd Couple. Le rôle était petit sur le papier, mais l'épisode a explosé. Sa scène de combat burlesque est devenue l'une des plus populaires et environ 25 millions de téléspectateurs ont assisté à son retour. Ce moment a rappelé à tout le monde pourquoi elle comptait. Son timing, son étincelle, sa capacité à entrer dans une pièce et à en changer l'énergie. Les critiques ont dit qu'elle avait rehaussé toute l'émission et les encyclopédies télévisées ont plus tard répertorié cet épisode comme l'une des apparitions d'invités les plus marquantes de la décennie. En 1980, quelque chose de nouveau se passait. Les gens voulaient sa voix, on avait besoin de narrateurs pour les documentaires télévisés classiques et elle avait le son en lequel les gens avaient confiance. Elle en a raconté plus de 50. Au cours d'une séance, elle a mentionné avec désinvolture que les accessoires de The Honeymooners, y compris la porte de l'appartement, provenaient directement de l'époque où elle travaillait à Broadway. Ils n'avaient pas du tout été construits pour la série. Les fans ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont entendu, et elle a donné à chacun le sentiment que ses premiers jours étaient réels. Sa narration a permis aux gens de se sentir proches de leurs propres souvenirs, comme si elle les guidait dans le temps. L'émission spéciale sur les retrouvailles des Honeymooners est arrivée dans 1985,
À ce moment-là, Jackie Gleason et elle avaient déjà des décennies d'histoire entre eux. Devant la caméra, ils riaient, partageaient des souvenirs et offraient aux fans un moment qu'ils attendaient depuis des années. Mais ce qui comptait, c'était ce qui se passait dans les coulisses. Gleason l'a prise à part et s'est excusé pour ses anciennes colères, sa langue acérée ses moments de feu quand la pression était trop forte. Elle a écrit plus tard que c'était l'excuse qu'elle n'attendait pas. Les retrouvailles ont été chaleureuses en surface, mais ce sont ces mots privés qui ont guéri les vieilles blessures. Ses mémoires et ses interviews ont ensuite aidé les fans à comprendre la profondeur de leur partenariat. Sa vie n'a cessé de changer. Elle a épousé Randolph Rouse le 26,1956, en plein milieu de son ascension dans The Honeymooners. Son père a célébré la cérémonie dans le Connecticut. Rouse a plaisanté en disant que Gleason était trop occupé pour y assister, mais la vérité était plus compliquée. 2 ans plus tard, dans 1958, le mariage a pris fin. Ces aventures ont fait éclater le mariage. Audrey a dissimulé son chagrin d'amour sous des plaisanteries, envoyant à Gleason un télégramme affirmant qu'elle devenait bigame. Mais la douleur est restée silencieuse à l'intérieur d'elle. Elle en parlait rarement, préférant son travail à la confession publique. Puis vint Robert Six. Elle l'épousa le 24,1960 et 1 août à Honolulu. Il était le PDG de Continental Airlines, puissant, audacieux et habitué à obtenir ce qu'il voulait. Audrey s'est soudain retrouvée à voyager dans plus de 50 pays, se glissant dans une vie de jet privé et de luxe tranquille. Leur mariage a duré 25 ans, jusqu'à sa mort le 6,1986, octobre. Malgré tout, elle est restée stable, gérant son monde et le sien avec grâce. Lorsqu'il est tombé malade du cancer en 1986, elle a suivi les modèles qu'elle avait appris depuis l'enfance. Ses parents missionnaires ont caché leurs problèmes et elle a fait de même. Elle n'en a pas parlé à ses amis d'Hollywood. Elle n'a pas laissé la presse s'en emparer. Elle s'est rendue à des événements en gardant le sourire. Elle est restée polie alors que son mari s'acheminait vers la fin. Ce n'est qu'après sa mort que la vérité a été révélée. Elle a gardé le secret parce qu'elle voulait le protéger. Sa bonté s'étendait bien au-delà de la célébrité. Du 1970 au 1980, elle a siégé au conseil d'administration de Hollywood Park Racing Charities. Elle a utilisé les revenus de sa lune de miel qui l'ont rendue millionnaire pour faire discrètement don d'$1 million à des programmes pour enfants, en particulier ceux qui ont des liens avec la Chine. Grâce à elle, des milliers d'enfants ont reçu des bourses et des livres. Elle n'a jamais apposé son nom sur ses dons. Elle voulait que l'œuvre parle plus fort qu'elle. Après la mort de Robert Six, elle s'est installée à Denver et a gardé une vie simple. Elle a joué un peu la comédie apparaissant dans des émissions comme Murder. Elle a écrit, se glissant à nouveau dans des personnages avec facilité. Elle a géré sa succession. Elle est restée discrète sur son état de santé. En 1995, les médecins lui ont annoncé qu'elle avait un cancer du poumon. Des années de tabagisme l'avaient rattrapée. Elle a choisi de ne pas lutter contre la maladie par des traitements agressifs. Elle ne voulait pas de douleur ni de produits chimiques. Elle voulait la paix. Elle n'en a parlé à personne, même à sa sœur qui n'a appris la vérité que lorsque Audrey a été hospitalisée en janvier 1996. Elle est tombée dans le coma le 29 janvier et est décédée le 3 février 1996, 5 jours seulement avant son 74e anniversaire. Elle avait publié ses mémoires Love Alice dans 1994. Les fans ont adoré sa franchise sur Jackie Gleason sur la télévision en direct sur le chaos et la beauté de ses premiers jours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait délibérément omis de parler de sa maladie. Elle voulait que le livre soit chaud, pas lourd. En 1995, elle a été intronisée au Television Hall of Fame. Son discours a surpris tout le monde. Elle a remercié 1000 fans par leur nom. Elle a lu leurs lettres. Elle leur a dit que leurs mots l'avaient aidée à tenir le coup pendant les longues journées de tournage. Personne ne savait qu'elle était malade. Elle se concentrait sur eux, pas sur elle-même. Lorsqu'elle a été enterrée au cimetière Holy Cross à Culver City, la pierre tombale indiquait son année de naissance, comme 1926, au lieu de 1922. Tout au long de sa carrière, elle s'est épargnée des années. Et même dans la mort, ce petit secret ne l'a pas quittée. Elle a été enterrée à côté de Robert Six. Dans son testament, elle a créé des bourses pour de jeunes actrices. Pas d'enfants secrets, pas d'héritiers cachés. Les registres d'homologation de 1996 montrent tout clairement. La famille de sa sœur Jane a reçu ses parts résiduelles
et les œuvres de bienfaisance ont reçu le reste. Au début de 2025, une rumeur a tenté de réécrire son histoire. Des internautes ont affirmé qu'un test ADN avait permis de découvrir un héritier secret. L'information s'est répandue rapidement et a semblé dramatique. Son testament n'a jamais fait mention d'enfants. Sa succession n'a jamais connu de litige concernant des héritiers inconnus. La rumeur n'était qu'un bruit alimentant une tendance suscitée par les drames modernes liés à l'ADN comme les batailles d'héritage de Jerry Lewis, où des enfants inconnus ont soudain tout changé. La vie d'Audrey ne correspondait pas à ce schéma. Elle protégeait trop soigneusement sa vie privée. Son histoire était déjà écrite dans les registres depuis 1996, Son héritage se trouve exactement là où elle l'a laissé dans son travail, dans sa générosité tranquille, dans les bourses qu'elle a créées, dans les souvenirs des fans qui la regardaient chaque semaine. Elle a vécu une vie remplie de secrets, mais aucun d'entre eux n'était du genre à être chuchoté sur les médias sociaux. C'étaient des secrets plus petits, plus chauds, plus humains, et ils ont montré qui elle était vraiment, jusqu'à la fin.